Bonjour à tous. Donc moi, je me présente, je suis Julie Pourreau de la SACEM. Donc on vous remercie à tous d'être parmi nous pour cet atelier ce matin. Et on tenait également à vous remercier pour les réponses aux petits questionnaires qui ont pu nous être remontés en vue de la préparation de cet atelier. Ce qu'on vous propose pour l'organisation de cet atelier, c'est tout d'abord une présentation qui va en pense répondre à un certain nombre de vos questionnements. Et puis, dans la foulée, évidemment, un temps d'échange questions-réponses pour aller un peu plus en profondeur si vous avez des questions que vous voyez ne pas avoir été évoquées pendant les prises de parole ou si vous avez besoin de précision. Néanmoins, pendant la présentation, s'il y a besoin d'avoir un détail sur une slide ou que quelque chose n'est pas assez clair, n'hésitez pas à vous manifester, soit en levant la main ou dans le chat. On fera en sorte et on fera au mieux pour répondre au fur et à mesure aux questions qui sont liées aux slides. Et puis évidemment, après un échange assez libre autour de la SACEM. Par ailleurs, et dernier petit point technique, avant de laisser la parole à Claire Giraudin et Alice Falk, mes collègues, dans la mesure du possible, on vous invite à couper vos micros et à laisser les micros éteints tant que vous ne prenez pas la parole pour éviter interférences, bruit parasite pendant la présentation. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces petits aspects et ces premiers aspects techniques et de présentation. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Claire Giraudin, directrice de SACEM Université, pour le début de cette présentation. Merci Julie, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Claire Giraudin, je dirige SACEM Université qui est la direction qui s'occupe de la pédagogie au sein de la SACEM auprès de tous les publics. Alors moi je vais vous faire un point qui est un point plutôt on va dire sur les principes même des droits d'auteur et de la gestion collective. Je vais être le moins longue possible parce que je sais que vous avez énormément de questions techniques et plus précises à poser à mes collègues. Mais la plupart de ces questions, en fait, peuvent être résolues si vous avez en tête quelques grands principes du droit d'auteur qui vous guident par rapport à ces questionnements. Alors, d'abord, le droit d'auteur, je ne vais pas vous apprendre, à vous qui travaillez en bibliothèque musicale, qu'il y a toujours des débats autour de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur. Et pourquoi ces débats existent? Alors d'abord, il faut savoir que ces débats existent depuis l'Antiquité, avant même qu'il y ait vraiment un droit d'auteur en termes législatifs, on va dire. Et si ces débats existent, c'est principalement pour deux raisons, on va dire. La première, c'est que je parle de nous tous en général, a tendance à confondre le support de l'œuvre, que ce soit un livre, un vinyle ou bien un stream numérique, et l'œuvre elle-même qui est un bien immatériel, d'accord? Quand vous achetez un bouquin, ce que vous achetez, c'est un support de l'œuvre, mais vous n'achetez pas la propriété de l'œuvre qui est dedans. Ça, je vous le dis parce que c'est un principe qui peut paraître voilà, un peu comme ça. Pourquoi elle nous parle de ça? Parce qu'en fait, ça résout pas mal de sujets si vous réfléchissez bien en séparant le support de l'œuvre que vous pouvez acheter, louer, et l'œuvre elle-même qui ne vous appartient jamais, elle appartient toujours uniquement à son auteur. Et puis l'autre sujet qui fait qu'on débat toujours un peu du droit d'auteur, qu'on se pose souvent des questions, c'est un sujet plus juridique qui fait qu'en gros, il y a eu débat très longtemps pour savoir si le droit d'auteur, c'est un droit de propriété ou pas un droit de propriété. Voilà, je vous passe les détails. Mais en tout cas, ce sont ces deux sujets qui expliquent beaucoup de confusion et donc de débats parfois stériles qu'on peut avoir autour des droits des auteurs. Donc, je vous rappelle, le fondement du droit d'auteur, c'est que sur une œuvre, il y a deux droits fondamentaux. Et les deux aussi, il faut y penser, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que le droit patrimonial qui, comme son nom l'indique, est le droit qui est lié au revenu que génère une œuvre, d'accord? Donc l'argent, pour faire vite. Il y a aussi le droit moral. Et très souvent, les questions qu'on se pose et les choses qu'on a le droit ou pas le droit de faire avec une œuvre, ça n'est pas que lié au droit patrimonial, c'est fréquemment lié au droit moral. Alors, je pense que j'ai une petite slide après sur le droit moral spécifiquement
Ah non, je voulais, oui, vas-y, je viens, voilà. Avant aussi de partir complètement sur tous ces sujets, je vous rappelle que nous, à la SACEM, on ne s'occupe que de ces personnes que vous voyez au centre de ce cercle qui représente en fait l'écosystème musical d'un point de vue métier professionnel. Donc à la SACEM, je vous rappelle qu'on ne s'occupe pas des chanteurs, des interprètes, des musiciens ou des producteurs. On ne s'occupe pas d'Universal Music chez nous, par exemple. Et Johnny Hallyday, paix à son âme, n'était pas un grand sociétaire SACEM puisqu'il n'écrivait pas ses chansons, il ne composait pas ses chansons, il avait des auteurs, des compositeurs qui travaillaient pour lui, d'accord? Donc juste ayez ça aussi en tête. Nous, on s'occupe des auteurs-compositeurs et de leurs partenaires économiques dans la chaîne qui s'appelle l'éditeur de musique. On ne s'occupe pas du reste de la chaîne musicale, même si je vous en parlerai un peu plus loin parce que c'est important d'être capable de se repérer un peu dans cet écosystème musical pour comprendre les choses. Alors, je vous parlais très rapidement du droit moral. Le droit moral, c'est un droit qui est attaché à l'œuvre, d'accord, et qui est, par exemple, vous en connaissez même comme Monsieur Jourdain, sans forcément le savoir, certaines bases, c'est-à-dire c'est le droit, par exemple, à la paternité. Quand on parle d'une œuvre, on doit toujours lier cette œuvre à celui ou celle qui l'a créée. On dit Les Misérables de Victor Hugo, par exemple. Alors, c'est vrai que dans la musique, c'est un droit, par exemple, qu'on a tendance à pas trop respecter. On parlera souvent de l'interprète, encore une fois, on parlera très peu, très rarement des auteurs-compositeurs quand on divulgue une œuvre ou quand on fait des métadonnées sur une œuvre, etc. On a tendance toujours à le lier à l'interprète. On oublie souvent les auteurs et compositeurs. En fait, on ne devrait pas. Et puis, le droit moral, c'est tout ce qui a trait finalement, et c'est ça le plus important, je pense, pour vous, à l'intégrité de l'œuvre. Ça, c'est vraiment un truc essentiel. Il n'y a que les auteurs, l'auteur qui peut décider de modifier son œuvre. Et si un auteur divulgue une œuvre, donne l'autorisation, par exemple, pour son film de sortir, etc., eh bien, c'est qu'il est il a décidé que c'était sous cette forme-là que l'œuvre devait être divulguée et il n'y a que lui ou elle qui peut décider de changer la forme de son œuvre. Alors, je vous ai mis quelques exemples ici. Par exemple, il y a quelques années, Xavier Dolan a intenté, enfin en tout cas, a commencé à intenter un procès à Netflix, la plateforme, parce qu'ils avaient sorti son film Mommy sur la plateforme en ne respectant pas les caractéristiques techniques. Mais les caractéristiques techniques de Mommy, si vous avez vu le film, ont un impact sur la manière dont le film est projeté. Vous savez, il y a un moment où, au départ, le film est projeté sous un format carré, et puis à un moment, le héros ouvre ce format, et puis ça devient un format, on va dire, rectangulaire. Alors, excusez-moi, je sais que ce n'est pas les bons termes techniques, mais en tout cas, voilà. Et Netflix avait n'avait pas conservé ce format pour la projection, et donc Xavier Dolan a tout de suite protesté et Netflix a remis le film dans sa version, on va dire, originelle. Si vous vous posez des questions aussi sur pourquoi les mash-up, la réutilisation ou le travail transformatif sur une œuvre, notamment musicale, n'est pas toujours bien vécu par les ayants droit, ce n'est pas des questions d'argent. C'est des questions de droits moraux. Voilà, c'est important de le savoir parce que, effectivement, ça évite les confusions. Et puis, bien évidemment, vous entendez souvent parler du droit moral, notamment en lien avec des sujets politiques ou de société, c'est-à-dire que quand un artiste, quand un parti politique utilise une œuvre, une chanson, etc., ça peut arriver que les auteurs de cette œuvre refusent que la chanson soit utilisée dans un cadre comme ça, politique, parce que ce n'est pas en accord avec leurs idées, ou bien simplement ils ne veulent pas que leur œuvre figure dans un cadre politique. C'est arrivé pas mal de fois aux États-Unis avec leur ancien président, mais c'est arrivé aussi en France avec certaines œuvres utilisées notamment dans les manifs, la manif pour tous en l'occurrence, mais ça peut être tout un tas d'autres. Je veux dire, c'est pas c'est lié à aucune spécificité du spectre politique, quoi. Et en tout cas, sachez que le droit moral, c'est un des sujets avec lequel
franchement, moi, je conseille aux gens de ne pas plaisanter, parce que autant sur le patrimonial, parfois, il peut y avoir de la compréhension, autant sur le droit moral, les auteurs vraiment ne plaisantent pas. Ils sont les seuls à pouvoir décider de l'utilisation finalement de leur œuvre et de l'état dans lequel leur œuvre peut être utilisée. Donc, ce droit moral, je vous en parle, mais sachez qu'il n'est absolument pas géré par la SACEM. Ce n'est pas nous qui nous en occupons. Il est vraiment personnel, c'est un droit personnel, il appartient à l'auteur et à l'auteur lui-même, puis à ses ayants droit quand l'auteur n'est pas là, d'accord, n'est plus là, est décédé. Il est normalement perpétuel, c'est-à-dire qu'il ne s'éteint pas dans le temps, il ne s'arrête pas 70 ans après la mort de l'auteur, comme le droit patrimonial. Alors, c'est vrai que pour des raisons pratico-pratiques, vous imaginez bien que des ayants droit de Vivaldi, il y en a très certainement, mais il n'y a pas une organisation, en tout cas pas que je sache, qui est chargée de veiller sur le droit moral de Vivaldi, parce que c'était il y a trop longtemps et du coup, ça n'a pas lieu d'être. Mais pour tout un tas d'autres auteurs, eh ben, il y a des fondations en général qui sont créées et qui servent à veiller au droit moral et à décider si oui ou non on autorise une adaptation, si oui ou non on autorise l'utilisation de l'œuvre dans tel et tel contexte, etc. Encore une fois, je vous parle du droit moral parce que c'est important d'un point de vue pratico-pratique de savoir que ce n'est pas parce que vous avez payé les droits patrimoniaux à la SACEM que vous ne pouvez pas vous retrouver face à un problème avec le droit moral. Alors vous, dans votre cas, bibliothèque, etc., médiathèque, je pense qu'il y a assez peu de risques, mais je vous le dis parce que quand les gens organisent des manifs et se retrouvent avec un auteur qui leur dit « je vous interdis d'utiliser mon œuvre dans votre manifestation ou dans votre manifestation politique, etc. », la première chose qu'ils font, c'est ils disent « mais on a payé la SACEM, on a le droit ». Bah oui, vous avez payé pour le droit patrimonial, en revanche, le droit moral, ce n'est pas nous et ce ne sera jamais nous. Voilà, j'espère que c'est clair et c'était important de vous rappeler ces quelques principes. Alors, maintenant, le droit patrimonial, qui est ce dont on s'occupe à la SACEM, donc effectivement le droit lié à l'argent, hein, on va dire. Alors, c'est là aussi important de rappeler les bases. Le droit patrimonial repose sur un principe qui est vraiment un principe cardinal du droit d'auteur, qui est l'auteur seul autorise ou refuse l'autorisation de son œuvre. D'accord ? L'auteur seul peut décider ça. Ce n'est pas à vous, à moi, en tant qu'utilisateur, de parler pour l'auteur. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous avez cette chose en tête, vous savez qu'il n'y a que l'auteur qui peut dire oui ou non, vous avez le droit d'autoriser mon œuvre contre rémunération. Alors, pourquoi contre rémunération ? Parce que le droit d'auteur, je vous rappelle que ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, c'est une rémunération. Et je dis, ce n'est pas un salaire non plus, hein, parce qu'on dit le salaire de l'auteur, mais c'est un raccourci qui est un mauvais raccourci, parce qu'en fait, les auteurs ne sont pas salariés, d'accord ? Ils ne bénéficient pas de l'assurance chômage, par exemple, contrairement aux musiciens, d'accord ? Donc, c'est une rémunération. L'auteur, si vous voulez, quelque chose qui se rapprocherait le plus d'un auteur, c'est un entrepreneur indépendant, si vous voulez avoir une image un peu de ce que c'est professionnellement qu'un auteur, c'est un entrepreneur indépendant, d'accord, qui vit de sa production, qui sont des œuvres, d'accord. Donc, les droits d'auteur, c'est les rémunérations quand ces œuvres sont utilisées, d'accord. L'auteur, à aucun moment, il va être payé pour produire son œuvre. C'est très rare, notamment dans la musique, on ne vous donne pas de l'argent ou très rarement en vous disant « tiens, je te donne 10 000 € pour que tu produises un album ». Non, ayez bien en tête que l'auteur, il va être payé des mois, voire des années après avoir travaillé à produire, à écrire sa chanson, composer son œuvre musicale, parce qu'il n'est payé qu'une fois que son œuvre aura été diffusée, que la SACEM aura collecté les droits pour la diffusion et qu'elle lui aura reversé. Hein, donc, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt. Si certains d'entre vous parlent de la taxe SACEM et tout, je vous en prie, ne le faites pas. Ce n'est pas tellement que ça nous vexe, mais c'est parce que ça ne reflète pas la réalité de notre travail et puis surtout, ça ne reflète pas la réalité de ce que c'est qu'être un auteur. D'accord ? C'est vraiment le métier le plus précaire qui existe dans les filières culturelles parce qu'encore une fois, vous êtes à la base de tout.
mais vous êtes payé en dernier quand vous êtes payé, d'accord? Et les droits d'auteur, c'est votre seule rémunération et ce n'est pas un salaire, ça ne vous donne pas droit au chômage, ça ne vous donne pas droit à des retraites, enfin tout ça, c'est des choses, voilà, comment dire, le statut au niveau social de l'auteur, c'est fragile et complexe. Bref, l'auteur seul peut autoriser ou interdire l'utilisation de son œuvre contre rémunération, mais bien entendu, vous vous doutez que quand vous êtes un auteur, vous n'avez pas que ça à faire d'aller voir tous les diffuseurs pour dire oui, je t'autorise, non, je t'interdis et donne-moi de l'argent. Non seulement vous n'avez pas le temps, mais en plus, étant un individu faible, vous aurez bien du mal à obtenir une rémunération quand vous allez aller voir YouTube, TF1, BFM, etc. Donc, les auteurs se sont tout simplement organisés et en fait ont confié la gestion de ce droit d'autoriser et d'interdire à la SACEM, leur société. Ils ont délégué en quelque sorte. C'est ça le rôle de la SACEM, c'est finalement, on nous a délégué la plus grosse partie, mais il y a quelques droits patrimoniaux qui sont gérés directement par les éditeurs. Alors, les droits patrimoniaux passent dans le domaine public 70 ans après la mort du dernier co-auteur, d'accord, ça c'est contrairement aux droits moraux qui ne s'arrêtent jamais, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est ce droit patrimonial qui nous permet en fait de négocier avec vous des contrats qu'on appelle des contrats de licence. Vous avez l'autorisation contre rémunération d'utiliser le droit. Et par exemple, ces dernières années, il y a un autre type de contrat de licence qui s'est mis en place, mais c'est du droit d'auteur. Simplement, il ne fonctionne pas de la même manière. C'est les Creative Commons. C'est un autre type de licence que le droit d'auteur, on va dire, traditionnel. Et par exemple, sachez qu'à la SACEM, on a négocié il y a maintenant une dizaine d'années un partenariat avec les Creative Commons qui fait que nos membres ont la possibilité de déclarer leurs œuvres en Creative Commons s'ils le souhaitent. Alors, on leur donne la possibilité entre trois différents types de Creative Commons, mais en tout cas, voilà, ils ont cette possibilité-là, parce que pour nous, ce qui compte, c'est que nos membres aient le plus de liberté possible par rapport à la gestion de leurs droits. Je veux bien qu'on passe à la suite. Alors, je vous ai promis tout à l'heure que je vous parlerai des droits voisins, des droits des interprètes, parce que ce n'est pas du droit d'auteur, mais évidemment, c'est très important. Et là aussi, si vous avez ça en tête, ça vous permet, je veux dire, d'éviter peut-être des incompréhensions par rapport notamment au domaine public, par rapport à des choses comme ça, à ce qui est appelé très improprement la musique libre de droit, parce que ce n'est pas une musique libre de droit, c'est une musique en réalité où vous allez payer des droits, simplement ils ne sont pas en gestion collective. Alors, je veux bien que tu reviennes juste peut-être sur la slide d'avant, Julie, excuse-moi, celle d'après celle-là. Alors, c'est juste pour revenir sur le petit cercle que je vous montrais tout à l'heure au début. Nous, on gère le centre, là, auteur, compositeur, éditeur. Les interprètes, vous voyez, ces musiciens, chanteurs, les producteurs, ils sont là à l'extérieur du cercle, et c'est pas, enfin, sur le cercle, c'est pas nous qui les gérons. Alors, la slide suivante, chère Julie, merci. Le droit voisin du droit d'auteur, comme son nom l'indique, on l'appelle droit voisin pour faire court, il naît parce qu'il y a un droit d'auteur. Il peut y avoir des interprètes, des musiciens, des chanteurs, il peut y avoir des producteurs que parce qu'il y a une œuvre à la base. Si Claude Lemel n'écrit pas le texte de l'été indien, Jodassin ne peut pas le chanter. J'en sais rien, moi, les Beatles n'écrivent pas leurs chansons, elles ne peuvent pas être enregistrées par des producteurs et elles ne peuvent pas être jouées en concert. Donc, c'est pour ça que c'est voisin du droit d'auteur. Ça naît, entre guillemets, sur la tête du droit d'auteur après la création de l'œuvre. Alors, le droit voisin, c'est les interprètes d'un côté, musiciens, chanteurs, chefs d'orchestre, et puis aussi dans un autre genre que la musique, les comédiens, les acteurs, ce sont des interprètes, ce sont des artistes-interprètes, d'accord ? Et puis, il y a les producteurs. Alors, nous, dans la musique, quand on vous parle de producteurs, on vous parle bien sûr des producteurs, comme on dit, de phono, de phonogramme. C'est le mot pour dire disque ou plus exactement le support physique. Donc, c'est les maisons de disques, les labels, si vous voulez appeler ça comme ça. Donc, le producteur, je vous rappelle que sa responsabilité, c'est la première fixation de l'œuvre. D'accord ? On appelle ça comme ça. On connaît ça aussi sous le nom de master. D'accord ? En gros, c'est l'enregistrement de l'œuvre pour la faire passer sur support physique. Et les producteurs, leur responsabilité, c'est de financer en fait cet enregistrement.
Pour les droits voisins, je vous rappelle qu'il y a côté interprète du droit moral et du droit patrimonial exactement pareil que pour le droit d'auteur. Ça marche pareil, d'accord? C'est les mêmes principes, évidemment. Côté producteur, attention, petite subtilité, sinon ce ne serait pas drôle s'il n'y avait pas d'exception, les producteurs n'ont pas de droit moral, d'accord? Ils ont du droit patrimonial, du droit financier, mais en revanche, ils n'ont pas de droit moral. Et on vous a mis là rapidement que ces droits sont gérés par des OGC. Alors, les OGC, c'est le petit acronyme qui dit organisme de gestion collective, d'accord? D'un côté, pour les artistes interprètes, vous avez Spedidam et Adami. De l'autre côté, pour les producteurs, vous avez SPPF, SCPP. Alors, je suis bien d'accord, ce serait plus simple s'il n'y en avait qu'un de chaque côté. Mais comme on est en France, c'est beaucoup plus sympa le foisonnement. Et je vous ai mis en bas plus spray. Parce que vous avez affaire à l'ASPRE. Et l'ASPRE, sachez que c'est une joint venture, si je puis dire, c'est une société de sociétés. C'est la SCPP, la SPPF, la Spedidam et la DAMI qui se sont mis ensemble, d'accord, donc tous les producteurs et interprètes pour le droit voisin, pour collecter la rémunération équitable qui est une forme du droit voisin. Et pour ajouter encore à la confusion, l'ASPRE a confié son mandat de collecte de la rémunération équitable à qui? À la SACEM. Sinon, ce ne serait pas drôle, ça ne vous permettrait pas d'être complètement confus. Mais on est indépendant. Hein. Je pense que maintenant, vous avez bien compris que nous, on s'occupe des droits d'auteur. Eux, c'est des droits voisins. Simplement, comme on a un réseau régional que les producteurs et les artistes n'ont pas, pour des raisons historiques, d'accord, parce qu'on est plus ancien, tout simplement. Hein, on est né en 1851. Et ben, l'ASPRE nous a confié le mandat de collecter la rémunération équitable. Mais encore une fois, c'est un mandat, c'est-à-dire c'est un lien contractuel et financier entre nous, et ça n'est pas dans notre ADN SACEM de base. Ouais. Excuse-moi Claire, juste pour préciser ton propos sur l'ASPRE, effectivement la SACEM a un mandat pour collecter les droits SPRE uniquement pour la musique de sonorisation. Tout ce qui est concert, musique live, musique vivante, l'ASPRE intervient directement. Voilà. Merci Alice. Ouais. Alors, très rapidement, pour terminer, sur la gestion collective, c'est-à-dire le fonctionnement même de la SACEM, mais finalement des autres OGC dont je vous ai parlé. Tout ça, ça s'est mis en place il y a déjà un petit moment. Nous, on fête la SACEM cette année, nos 170 ans. On n'est pas la première société de gestion collective, loin de là. La première, c'est la SACD, hein, nos amis du théâtre, Beaumarchais. J'imagine que vous connaissez cette histoire. Il faut juste se souvenir, en fait, que les sociétés de gestion collective sont nées toujours pour la même raison. Les auteurs se sont rassemblés parce qu'ils ont compris que l'union fait la force, d'accord? Et que si on doit aller négocier des contrats pour le droit patrimonial auprès des utilisateurs des œuvres, il vaut mieux être tous ensemble que tout seul. Voilà, on est plus entendus et on a un rapport de force plus équilibré. Ensuite, la SACEM, là aussi, je vous disais tout à l'heure, par pitié, ne parlez pas de taxes, c'est la rémunération des auteurs, ce n'est pas un impôt. C'est d'autant plus vrai qu'on n'est pas une société publique, on est une société privée. Vous aurez bien compris par rapport à la slide d'avant que si c'est les auteurs qui se sont rassemblés les uns avec les autres, en fait, c'est comme de former un syndicat finalement. Donc, ils ont créé leur propre société qui est privée, et qui est à but non lucratif. Ça aussi, c'est hyper important. Nous, on ne fait pas d'épargne à la SACEM, on n'a pas non plus comme objectif, et on ne le fait pas, de faire des profits. Donc, tout ce qu'on collecte, on le redistribue aux auteurs, compositeurs, éditeurs, avec une déduction de nos frais de gestion, puisque effectivement, il faut payer nos salaires, l'informatique, les locaux, enfin tout ce qui fait la vie d'une entreprise, et nos frais de gestion oscillent selon les années, entre 14 et 16% des droits d'auteur. Donc, à bien garder en tête, on est une société privée à but non lucratif. On a un peu plus de 175 000 membres à la SACEM. Sachez qu'on a à peu près 20 000 membres qui sont non français. Il n'y a aucune condition de nationalité pour s'inscrire à la SACEM. De la même manière, il n'y a aucune condition de nationalité pour s'inscrire dans aucune de nos sociétés sœurs à l'étranger. C'est hyper important là aussi, si on
la SACEM, c'est un monopole. Alors ça, c'était peut-être vrai il y a 25 ans, mais plus maintenant. Maintenant, les auteurs, compositeurs, les éditeurs, ils ont totalement le choix de s'inscrire où ils veulent, dans n'importe quelle société d'auteurs. D'abord, ils ont le choix de ne pas s'inscrire dans une société d'auteurs. Vous pouvez tout à fait décider de ne pas être dans une société d'auteurs, il n'y a aucune obligation. Ensuite, si vous ne voulez pas vous inscrire à la SACEM, vous pouvez aller les inscrire à la SABAM, chez nos amis belges, par exemple, si vous voulez continuer à entendre du français, à la Suiza, etc. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a une vraie compétitivité entre les sociétés d'auteurs. D'accord ? Nous, les auteurs, les compositeurs, les éditeurs, ils choisissent la SACEM parce qu'ils estiment que c'est la meilleure pour leur reverser des droits d'auteur. D'accord ? C'est hyper important. Et chaque année, on a entre 4 et 7 000 nouveaux membres qui s'inscrivent. Donc, on ne fait pas trop mal notre travail, en tout cas pour la communauté des auteurs, compositeurs et éditeurs. Et puis, on a bon an, mal an, on a moins de 10 membres qui nous quittent, soit pour aller vers une autre société, soit parce qu'ils ont voulu s'inscrire il y a des années, puis finalement leur carrière ne décolle pas, donc ils ne voient plus l'intérêt d'être dans une société de gestion collective. Mais en tout cas, gardez en tête qu'il y a une vraie compétition entre les différentes sociétés d'auteurs. À la fois, on travaille main dans la main pour tas de choses et à la fois, on essaie de se piquer les grands auteurs, compositeurs, etc. Parce que c'est important quand vous allez faire les négociations d'avoir un répertoire le plus solide possible. Et donc, justement, en parlant du répertoire, nous, on représente, ça aussi, c'est souvent, on s'y trompe, on représente notamment sur le territoire, je ne vous parle pas d'Internet, là, je vous parle du territoire, on représente 150 millions d'œuvres, aussi bien françaises qu'internationales, d'accord ? Parce qu'on a des accords de réciprocité dont je vous parlerai après avec les autres sociétés d'auteurs. Donc, en gros, ce n'est pas parce que vous passez que de la country ou de la musique chilienne dans votre médiathèque que vous échappez au paiement des droits d'auteur, puisque de toute façon, on a des accords avec les sociétés qui représentent ces droits. Et donc, on leur reverse en gros l'argent qui correspond à leur répertoire. Chaque année, il y a un peu moins de 2,5 millions d'œuvres qui sont déposées. Donc, vous voyez que c'est toujours quelque chose qui augmente. On a de plus en plus d'œuvres à gérer, à traiter, etc. et à représenter. Et puis, n'oubliez pas qu'au-delà des musiques, on a aussi à la SACEM, on représente aussi en partie l'audiovisuel, notamment les clips, les documentaires musicaux, etc. Et on a des auteurs purement de textes qui ne sont pas seulement des chansons, mais aussi des humoristes, on a des poètes, on a les auteurs de doublage et de sous-titrage. On est majoritairement musique, mais on n'est pas que musique. Qui paye les droits? Alors, toute personne qui va diffuser de la musique publiquement, et ça, que ce soit avec ou sans bénéfice, d'accord? Donc, on a plus de 500 000 clients, donc je pense que Alice vous parlera de ça un peu plus précisément. Mais en gros, ce n'est pas parce que vous organisez un événement gratuit que vous ne devez pas payer les droits d'auteur. À partir du moment où vous utilisez de la musique, c'est comme si vous utilisiez l'électricité, de l'eau, etc. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de raison pour laquelle vous ne payez pas, en fait, soit vos prestataires, soit les fournisseurs de matières premières. Il faut penser à la musique comme étant une matière première. Je veux bien que tu passes à la suivante parce que, hop. Voilà, donc ça, c'est juste un petit résumé. À quoi ça sert la SACEM? En gros, ça sert à ce qu'on ne soit pas dans la première situation où vous voyez les auteurs, les compositeurs, etc., qui doivent aller se parler à l'ensemble des utilisateurs et vice-versa pour avoir le droit d'utiliser les œuvres. Nous, on est cette plateforme qui facilite finalement le lien entre les créateurs et les utilisateurs de musique, puisque vous avez un seul endroit auquel vous adresser pour pouvoir bénéficier des 150 millions d'œuvres dont je vous parlais de France et du monde. Imaginez bien que si on n'était pas là, les choses seraient effectivement beaucoup moins simples et avec une sécurité juridique absolument inexistante. Voilà, et puis je pense que je vais finir avec ça. Je vous ai parlé pas mal de fois du fait que quand vous payez les droits à la SACEM, vous ne payez pas les droits que à la SACEM, puisqu'on a ce qu'on appelle des contrats avec des contrats de réciprocité, des accords de réciprocité avec des sociétés étrangères, les SACEM du monde entier, en fait, qui sont indépendantes et qui font que s'il y a une musique française qui passe au Japon, la société japonaise, qui s'appelle la JASRAC, va vous reverser les droits pour les droits et vice-versa. Si vous utilisez de la musique japonaise dans votre
dans votre programmation et que vous mettez les programmes et qu'il y a bien le fait que c'est tel auteur, tel compositeur japonais, eh ben, on va pouvoir reverser cet argent à la société japonaise pour qu'ils le reversent à leurs ayants droit. Et du coup, tout ça, ça fait que… je veux bien que tu passes à la suivante, Julie. Voilà. Donc, notre grande fierté à la SACEM, c'est qu'on reverse les droits à peu près à 80% au programme, c'est-à-dire œuvre par œuvre, à l'utilisation réelle des œuvres. Hein. Et puis, on a une partie des droits qui est reversée par sondage et une partie des droits, 10%, 10%. En gros, ils aiment bien les 11, les 79 dans la maison. C'est vraiment les pourcentages. Voilà, c'est à 1% près, je ne sais pas si vous imaginez, en tenant compte des habitudes de consommation. Mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'en fait, on est une des sociétés les plus précises au monde. Ça coûte un peu plus cher de répartir précisément, hein, pour des raisons que vous comprenez, j'imagine, hein, puisque ça veut dire traiter les programmes, etc. Mais c'est beaucoup plus juste aussi. Et il y a des sociétés sœurs, je ne donnerai pas le nom, qui, elles, font beaucoup, majoritairement au sondage. Voilà, donc c'est beaucoup moins juste, notamment pour les auteurs-compositeurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, on reverse à peu près 85% des sommes à nos membres, hein, on ne fait pas de bénéfices, et les 15% qu'on prélève, ça sert à payer les locaux, les salaires, l'informatique, etc. Ce qui nous permet, bon an, mal an, de répartir de l'argent à peu près 311 000 auteurs, compositeurs et éditeurs dans le monde entier, encore une fois, via nos liens avec les sociétés sœurs. Voilà. Je pense que c'est tout pour moi. J'aurais été le plus rapide possible. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je vous remercie de votre attention. C'était parfait, Claire. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Ok. Moi, je vais reprendre la partie. Donc, je me présente. Je suis Alice Falk. Je travaille au sein de la direction du réseau et je suis en charge des relations extérieures et de l'action culturelle sur deux directions régionales, la direction Île-de-France et la direction Ouest, la Bretagne et la Normandie. Donc, je vais vous partager mon écran. Moi, je vais rentrer un petit peu plus concrètement sur ce qui vous intéresse peut-être, donc comment déclarer vos diffusions et obtenir une autorisation qui vous permette de diffuser en toute légalité la musique. Hop, est-ce que c'est bon pour vous, le partage d'écran? Oui, c'est bon. Parfait. Hop, je me mets moi aussi sur mon diaporama. Eh ben non. Bon, c'est pas grave. Hop. Est-ce que j'arrive à bouger là? Alors, attendez, je suis désolée, je fais mon Patrice Carmouze. D'habitude, on travaille beaucoup plus avec Teams qu'avec… pourtant, on a fait des essais. Hein. Julie, ça y est, c'est bon. Alors, c'est assez simple. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre délégation de proximité, puisque c'est un atout fort de la SACEM, cet ancrage sur le territoire, puisqu'il y a plus de 60 délégations en France et en Outre-mer qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous recevoir également sur site, qui sont regroupés en 5 directions régionales. Alors, j'aime bien, je vais faire, encore une fois, je faisais référence tout à l'heure à Patrice Carmouze, mais faire l'exemple par la démonstration. Donc, ici, je vous ai mis le lien pour accéder justement à votre antenne. Est-ce que vous voyez mon site internet? Alors, ma session a expiré, ce n'est pas grave. Je me connecte sur la SACEM. Hop. Et je vais chercher une antenne parce que je ne sais pas à qui m'adresser. J'ai une question précise à poser et je voudrais avoir mon interlocuteur de proximité en ligne où aller le voir. Donc, je vais sur le portail de la SACEM, je vais sur le portail client et toujours en bas de chacun de nos sites, vous avez la SACEM en région. D'accord? Je clique sur la SACEM en région et là, je vais dire où est-ce que je me trouve. Donc, en l'occurrence, en ce moment, moi, je suis dans l'Oise. Hop, et je mets
voilà, ici mon code postal et je sais que je dois contacter la SACEM d'Amiens. J'ai le nom du délégué, du représentant local de la SACEM, M. Cohen, et puis son numéro de téléphone, son numéro de fax et son courriel pour pouvoir le contacter. Donc, cette possibilité-là, de nous contacter grâce à notre implantation territoriale. Et puis également, on a la possibilité d'aller effectivement rechercher sur notre site, notre portail client, les différentes autorisations à obtenir pour diffuser de la musique. Donc là aussi, c'est relativement simple. Vous avez tout simplement, si vous ne savez pas où trouver l'information, parce qu'il y a beaucoup d'informations effectivement sur notre site internet, vous avez un petit moteur de recherche type Google où vous allez pouvoir taper l'autorisation que vous recherchez. Encore une fois, je vous fais la démonstration par l'exemple. Hop, donc je recherche, je ne sais pas moi, par exemple, j'ai un site web et puis je veux mettre de la musique sur mon site web. Donc, voilà, je devrais chercher, alors site web, on va peut-être mettre, ah bah oui, sonorisation de site web, j'allais dire site internet. Je recherche et là, donc, le portail m'indique effectivement les différentes autorisations concernant la sonorisation de sites web. Est-ce que ça concerne du film d'entreprise, de la sonorisation de sites web? Et puis, on le verra un petit peu plus tard également, il y a des forfaits qui vous proposent dans une seule et même autorisation de vous proposer la possibilité de diffuser plusieurs types, que ce soit de la sonorisation, de la musique attractive ou de différentes manifestations. Donc voilà, donc où vous allez vous renseigner auprès de vos délégations régionales, locales, ou bien sur notre site internet, sur le portail client. Alors, je vous ai préparé un petit peu, en fonction des questions qui nous ont été remontées la semaine dernière, les différentes autorisations qui vous concernent, donc en tant qu'établissement culturel, assimilé, bibliothèque, musée, etc. Donc, on a eu notamment effectivement des questions sur la sonorisation des lieux ouverts au public, donc la sonorisation type couloir, ascenseur, salle de lecture ou d'exposition. Alors, je fais juste un petit temps d'arrêt pour vous expliquer qu'effectivement, la SACEM, elle construit ses règles générales d'autorisation et de tarification en fonction du service qui est rendu par la musique. Donc, on a des barèmes qui concernent, la musique de fond sonore, d'accord? Donc, c'est plus du décor, de l'habillage, une ambiance que l'on souhaite donner à l'établissement grâce à la musique de sonorisation. Et puis, il y a ce qu'on appelle la musique essentielle ou attractive, où là, on organise un concert. Voilà, donc tous les barèmes de la SACEM, toutes les règles générales d'autorisation et tarification sont construites en fonction de l'importance donnée à la musique. Donc, pour les établissements culturels, il y a plusieurs autorisations, donc notamment la sonorisation des parties communes. Là, on va prendre en compte la superficie réelle sonorisée par mètre carré. Je ne vous lis pas les tarifs dans le détail. Sachez que là, tout ce qui s'affiche, donc c'est le tarif général et le tarif réduit. Donc, le tarif réduit, c'est une réduction de 20% quand vous faites la démarche en amont de la manifestation ou quand vous faites la démarche spontanée de nous déclarer la manifestation musicale, vous avez une réduction de 20%. Il y a également dans les médiathèques, bibliothèques, la possibilité d'avoir accès à des bornes multimédia interactives. Donc là également, sont mis en place des règles générales d'autorisation et de tarification qui sont générales, qui s'appliquent à l'ensemble du territoire, que ce soit national ou dans les DOM. Donc voilà, c'est des forfaits par jour d'ouverture ou par tranche d'équipement, tranche de 100 appareils, ou par forfait annuel, et on retiendra toujours le montant le moins élevé. On a la possibilité également d'avoir une autorisation pour des projections audiovisuelles au moyen de postes individuels. Donc là, il s'agit tout simplement d'écrans de télévision reliés à un lecteur qui donne la possibilité de visualiser, de visionner des œuvres de la vidéothèque ou de bande son sur place. Donc là, c'est pareil, il y a un forfait annuel par jour d'ouverture par tranche d'équipement ou un forfait annuel par appareil.
et on retiendra à nouveau le montant le moins élevé. Il y a également la possibilité d'écouter des supports fixés à l'aide de casques individuels. Donc là, encore une fois, on vous propose un forfait annuel par tranche de 100 appareils ou bien un forfait annuel par appareil. L'utilisation d'audio-guides. Donc là, c'est plus l'utilisation d'audio-guides qui vont permettre effectivement de sonoriser une exposition, par exemple. Donc, donner la possibilité aux visiteurs de suivre un parcours et de l'illustrer de façon sonore à l'aide de casques ou de mobiles. Donc là également, vous avez les tarifs qui s'affichent et ici, le taux va s'appliquer en fonction donc, de la durée des œuvres musicales par rapport à l'ensemble du répertoire protégé sur le support sonore donc, de la visite de l'exposition. Ou un site naturel, hein. Ça peut être aussi dans des jardins. Parfois, quand on visite des jardins, on a des audio-guides. Ensuite, vous avez des autorisations pour organiser donc, des concerts, spectacles ou séances dansantes. Donc là, dans les slides qui vont suivre, sont concernés tout concert, spectacle de variété, hein, peu importe le répertoire. Comme vous l'expliquez, Claire, on représente toutes les musiques, qu'elles soient symphoniques, folkloriques ou traditionnelles, que ce soit des comédies musicales, des spectacles musicaux, des spectacles d'humour ou des balles et des séances dansantes. Donc, dans la présentation dans les slides qui suivent, sont exclus tout ce qui concerne les festivals ou les réveillons qui ont des règles de tarification spécifiques. Donc, si vous organisez un concert que le prix d'entrée est inférieur à 20 € et, par exemple, le budget est inférieur à 3 000 €, on vous proposera un forfait. Par contre, ce sera au pourcentage qu'on interviendra si le prix d'entrée est supérieur à 20 € et le budget des dépenses supérieures à 3 000 €. Donc là, c'est la grille des forfaits. Si votre séance, elle respecte les conditions d'un prix d'entrée inférieur à 20 € et d'un budget des dépenses inférieur à 3 000 €. Et sinon, si ce n'est pas le cas, on va intervenir donc au pourcentage, donc sur les recettes réalisées ou sur le budget des dépenses engagées. Donc le tarif général, il est de 11 %, auquel s'applique un abattement de 20 % si vous déclarez votre séance au préalable. Donc ce qui fait tomber ce taux à 8,8 %, donc sur ou les recettes réalisées ou sur le budget des dépenses engagées. Et puis, pensez à remettre systématiquement le programme des œuvres diffusées lorsque vous organisez un concert, puisque comme vous le disiez Claire, vous l'expliquez, c'est ce qui va nous permettre de répartir au plus juste les droits d'auteur des œuvres que vous avez diffusées en public. Vous avez la possibilité de déposer le programme justement des œuvres diffusées directement sur le portail de la SACEM ou bien par courrier en le retournant à votre délégation la plus proche. Vous avez également une autorisation, des règles générales d'autorisation et de tarification pour tout ce qui est projection audiovisuelle occasionnelle. Vous voulez diffuser un film lors d'une soirée, donc une projection audiovisuelle, ou vous mettez en place un feu d'artifice, ou ça concerne également les tarifs que l'on va avoir, la musique de scène. Donc là, c'est pareil. On va vous proposer un forfait, donc si le prix d'entrée est inférieur à 20 € et si le budget des dépenses est inférieur à 3 000 €. Sinon, on va vous proposer d'intervenir donc au pourcentage. Donc là, c'est la grille de tarification au forfait, donc pour les projections audiovisuelles ou les feux d'artifice ou la musique de scène, si donc les conditions respectent un prix d'entrée inférieur à 20 € et un budget des dépenses inférieur à 3 000 €. Et si ce n'est pas le cas, on va intervenir donc au pourcentage. Le taux général, il est de 2,5 %, auquel on applique un abattement de 20 % si vous nous demandez l'autorisation en amont de votre événement, ce qui fait tomber le taux à 2 %.
Et puis également, on a eu des questions, me semble-t-il, qui concernent plus donc les conservatoires ou les établissements d'enseignement musical. Donc, on a effectivement des règles générales d'autorisation et de tarification spécifiques pour ces types d'établissements. Et les tarifs que l'on va voir dans les slides suivantes sont sous réserve qu'il n'y a pas de réalisation de recettes et qu'elles soient organisées de façon bénévole par les artistes et les musiciens participants. Donc, ce sont effectivement les élèves du conservatoire qui jouent sur scène et éventuellement le corps enseignant également qui est sur scène mais qui est rémunéré dans le cadre de ses fonctions habituelles et qui ne touche pas de rémunération supplémentaire pour la réalisation de la manifestation en public. Donc, pour une audition, donc un concert qui est organisé dans le cadre d'un établissement d'enseignement musical, voilà le forfait que l'on vous propose par manifestation. Alors, pour tout ce qui est audition, examen, concours, répétition avec ou sans public, dans le cadre donc de la scolarité des élèves dans ces établissements d'enseignement musical, nous n'interviendrons pas. Cela fera l'objet d'une autorisation gratuite. Alors, tous les forfaits que je vous ai rapidement montrés sur les slides précédentes, elles sont indexées de façon triennale avec un effet au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des services récréatifs et culturels. Alors, là, je voulais vous définir ce que l'on entend par recette, puisque je vous disais, quand on intervient au pourcentage, on va appliquer un pourcentage sur le budget des recettes ou sur le budget des dépenses engagées. Sachez que l'on interviendra toujours ou sur le budget le plus important, puisque effectivement, la SACEM représente et défend ses membres, les auteurs-compositeurs. Et pourquoi on intervient là où il y a le plus de budget? Parce qu'il est normal que les créateurs qui ont contribué au succès de la manifestation soient rémunérés de façon de manière équitable, en fonction de l'investissement consenti pour mener à bien la manifestation. Donc, on interviendra ou sur le budget des dépenses ou sur le budget des recettes. Donc, recettes, c'est évidemment les entrées, les recettes brutes des entrées. Parfois, il y a des recettes annexes si vous organisez notamment des repas dansants. Donc là, il y a un abattement qui s'applique sur les recettes annexes de 50%. Et puis, ce qu'on entend par budget des dépenses engagées, donc c'est bien évidemment le budget artistique, donc le salaire, le cachet des artistes, et puis également du personnel technico-artistique, donc un ingé son par exemple, et des frais techniques. Donc, si vous mettez également en place et que vous avez des coûts supplémentaires pour mettre en place, par exemple, une scène ou un éclairage, un chapiteau, que sais-je encore, et puis tous les frais de publicité et de communication pour donc valoriser votre manifestation et faire venir du monde. Alors, vous avez également, si vous êtes rattaché à une commune, si votre médiathèque, bibliothèque est rattachée à une communauté de communes, on propose spécifiquement des parcours en ligne de A à Z ou en tout cas une déclaration unique pour les communes. Alors, il y a 2 types de forfaits qui s'adressent aux communes. Il y a un forfait qui s'adresse aux communes de plus de 5000 habitants, donc avec un formulaire spécifique où ils auront la possibilité de déclarer, par exemple, la musique de sonorisation des équipements municipaux et également la musique attractive s'ils organisent des concerts. Et puis pour les communes jusqu'à 5000 habitants, donc de moins de 5000 habitants, là il y a un parcours dédié en ligne de A à Z avec des forfaits illimités en fonction des différentes manifestations qu'ils organisent et qu'ils prennent donc à leur charge. Donc, c'est possible que votre commune puisse prendre en charge, par exemple, la sonorisation de votre établissement dans le cadre des forfaits qui s'appliquent aux communes.
Et les diffusions concernées dans le forfait qu'on propose aux communes, donc c'est la musique attractive, donc les concerts, les équipements municipaux, c'est par tranche de 3 équipements, tout ce qui est musique à l'école, au centre de loisirs, les moyens de communication, donc les attentes téléphoniques, et puis également les musiques dites non attractives. Donc, c'est des forfaits annuels, par exemple, pour les équipements municipaux. Je vous prends l'exemple, un forfait annuel pour une commune qui souhaite sonoriser 3 équipements municipaux. Le tarif général est de 140 € hors taxe à l'année et 112 € en tarif réduit. Alors, sachez également que la SACEM s'est mobilisée en 2020 en raison des conditions extraordinaires que l'on connaît tous depuis maintenant 1 an. Elle s'est mobilisée immédiatement pour ses membres en mettant en place un fonds d'urgence, notamment réservé aux créateurs, mais la SACEM s'est également mobilisée pour ses clients, puisque depuis le 18 mars 2020, elle a immédiatement suspendu toutes les facturations des droits d'auteur, des prélèvements automatisés sur les comptes bancaires et a suspendu également des pénalités pour non-paiement dans les délais pour tous les établissements qui ont dû donc fermer depuis cette date. On a maintenu également une grande majorité de nos aides versées par notre action culturelle. Et puis, on a abondé également à hauteur de 500 000 € le fonds d'aide d'urgence mis en place par le Centre national de la musique. Et puis, bien sûr, encore une fois, c'est un de nos atouts et une de nos forces, cet ancrage territorial et les délégations qui vous permettent vraiment d'avoir une relation de proximité avec la SACEM. Et je vous invite à prendre contact avec eux si vous avez effectivement besoin de mettre en place des délais de paiement au sujet des droits d'auteur, et puis également de voir les particularités spécifiques sur notamment par exemple des jauges réduites pour les concerts, la mise en place des concerts, parce que vous devez appliquer un protocole sanitaire. Pour résumer, donc, vous avez la possibilité d'obtenir effectivement des autorisations spécifiques en fonction de votre activité, avec donc les différentes autorisations qui concernent les établissements culturels ou l'organisation de concerts ou d'auditions pour les conservatoires. Vous avez la possibilité également de demander à votre commune, si vous êtes rattaché à la commune, si vous dépendez de la commune, de prendre en charge notamment tout ce qui est sonorisation de l'établissement. Et puis, voilà, sachez que les délégations régionales restent à votre disposition. N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous appeler ou nous contacter. Et puis également à vous rendre sur le portail client, puisque, encore une fois, vous l'avez vu, je vous le remontre parce que j'aime bien montrer par l'exemple que le portail vous permet tout de même d'accéder à un grand nombre d'autorisations de manière très simple. On va prendre, je vous parlais donc les forfaits communes, communauté de communes, voilà. Si je recherche quelles sont les autorisations destinées aux communautés de communes, vous voyez qu'il y a plus de 5 000 habitants ou moins de 5 000 habitants. Donc, admettons, je fais partie d'une commune de plus de 5 000 habitants, je souhaite obtenir cette autorisation. Donc, j'ai effectivement en préambule à qui s'adresse ce type d'autorisation. Et puis, vous avez la possibilité d'accéder aux tarifs en détail de ce qui est proposé, que ce soit par exemple la musique à l'école ou l'autorisation spécifique dont je vous parlais tout à l'heure. Je clique sur, donc là, on est sur une commune de plus de 5 000 habitants. Je vais pouvoir remplir en ligne ce formulaire-là et l'envoyer ensuite à la délégation concernée par courriel, par exemple. Je vais rentrer les manifestations, les événements en musique que j'organise dans ma commune. Je vais indiquer si effectivement ma commune utilise de la musique dans ses écoles ou bien dans ses équipements et infrastructures type médiathèque, bibliothèque. Eh bien voilà, je crois que j'ai terminé également.
On a encore là, du coup, il nous reste, parce qu'on doit vraiment finir à 11h15, donc il nous reste 20 minutes effectivement pour gérer, pour voir avec vous les questions qui restent et gérer peut-être les questions qui sont dans le chat qu'ont pu. Claire, je sais que tu en as répondu à certaines. Il y en a peut-être quelques-unes qui ne sont pas encore complètement répondues. Il y a notamment une question, les élèves du conservatoire viennent faire un concert ou mini-concert à la médiathèque, comment ça marche? Pour faire des déclarations. Tu m'entends ou pas? Tu m'entends bien? Oui, mais excuse-moi, je suis en train d'essayer de départager mon écran. Est-ce que vous voyez encore mon écran, non? Oui. Ok, j'essaie. Hein. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, tu es sur la dernière. Répète la question. Les élèves du conservatoire viennent faire un concert ou mini-concert à la médiathèque, comment ça marche? Donc, je pense pour la partie déclaration. Si c'est l'organisateur, ça dépend qui est l'organisateur. Alors effectivement, c'est un préambule que je n'ai pas dit. Les droits d'auteur sont à la charge de l'organisateur. Donc, si c'est la médiathèque qui organise le concert, les droits d'auteur seront à la charge de la médiathèque. Si c'est le conservatoire qui organise le concert, c'est à la charge effectivement du conservatoire. Et les règles générales d'autorisation de tarification qui s'appliqueront seront celles ou destinées au conservatoire. Et on l'a vu, il y a des forfaits applicables spécifiquement pour les auditions en public des élèves du conservatoire, avec des règles à respecter, donc pas d'entrée payante, et également à titre bénévole, où tous les intervenants sont des élèves en fait du conservatoire. Voilà. Et si c'est effectivement la médiathèque qui est organisateur, ça sera la médiathèque qui devra payer les droits d'auteur en fonction des règles applicables aux règles concert. J'ai aussi une question, je pense, quand tu parlais des autorisations. Donc, l'autorisation de manifestation ne donne toujours pas lieu à paiement, mais il faut le faire dans tous les cas. Tu confirmes? Alors que l'autorisation soit gratuite, effectivement, quand on vous délivre une autorisation gratuite, oui, je vous conseille d'une manière générale de toujours prendre contact avec votre délégation pour obtenir l'assurance qu'effectivement cela relève d'une autorisation gratuite. Mais c'est toujours bien, effectivement, parce que nos chargés de clientèle en délégation veillent également activement à ce qu'il se passe sur leur territoire, sont en relation de toute façon avec les communautés de communes pour avoir le calendrier des manifestations, etc. Donc oui, quand bien même cela sera à titre gratuit, c'est bien de prendre contact avec votre délégation. Et pensez bien, si c'est des concerts, à nous remettre le programme des œuvres diffusées en public pour qu'on puisse répartir au plus juste. Et puis là, effectivement, Claire disait qu'on allait faire ça à l'oral. Il y a pas mal de questions sur Internet. Alors, je ne sais pas laquelle des deux. Claire, ton micro est coupé. Ouais, c'est toi, tu prends la main. On ne t'entend pas. Ouvre ton micro, Claire. En bas. Ah, c'est bon. Voilà. Pardon, je n'arrivais pas à retirer mon micro. Alors, il y a deux questions sur Internet. Je vais commencer par YouTube. Vous avez une chaîne YouTube dans votre médiathèque. Petite question, qu'est-ce que vous y mettez? Vous y mettez des vidéos avec des fonds sonores, des choses comme ça, par exemple, ou vous y mettez des événements qui s'y sont passés avec du fond sonore? Je vais prendre cet exemple-là et puis vous allez me dire si je suis à peu près… voilà. Alors, dans ces cas-là, YouTube a un contrat avec la SACEM, un contrat général, comme une radio ou une télévision. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de déclaration, enfin, vous n'avez pas à nous payer en plus parce que vous faites des vidéos sur YouTube. En revanche, c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est toujours pareil, c'est les déclarations avec des programmes, voilà, ça s'appelle des Q-sheets. C'est un peu, c'est une habitude à prendre. Ça peut prendre un peu de temps les premières fois à les faire, mais c'est toujours pareil si vous faites des Q-sheets, c'est-à-dire finalement des déclarations de programme de ce que vous avez mis sur YouTube, des morceaux que vous utilisez dans vos vidéos, etc. Ça nous permet, nous, de répartir plus précisément.
Ensuite, nous pensons enregistrer des podcasts audio à la médiathèque. Ce serait de la vulgarisation, etc. Avons-nous le droit de diffuser de la musique soumise au DA? Alors, sur les podcasts, c'est une très bonne question. Le podcast, c'est une mode de diffusion qui explose effectivement ces temps-ci. Donc, sachez qu'il y a deux choses. D'abord, on a depuis un an, depuis janvier 2020, des tarifs podcast qui sont très raisonnables et qui sont disponibles sur notre site internet et qui permettent de faire une déclaration pour utiliser toute la musique droit d'auteur que vous voulez dans les podcasts. D'accord? Donc, oui, vous devez déclarer, vous devez payer quelque chose à la SACEM pour la musique. Ensuite, je vous signale une deuxième chose, parce que c'est aussi, ça peut être intéressant pour vous et ça peut peut-être vous montrer à quel point finalement le droit d'auteur, c'est aussi quelque chose qui peut qui n'est pas que pour les gens qui passent à la télé, loin de là. Si vous faites des podcasts, que vous rédigez les textes des podcasts, etc., en fait, vous devenez en quelque sorte un journaliste ou un chroniqueur ou une journaliste, une chroniqueuse. Et là, sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos podcasts, d'accord, la partie texte. Alors, pour le moment, chez nos amis, mais néanmoins concurrents de la SCAM, mais la SACEM va bientôt proposer un dépôt global pour les podcasts où vous pourrez déposer vos textes et les cue sheets musicales des musiques que vous aurez utilisées, ce qui vous permettrait de devenir membre de la SACEM en tant qu'auteur de podcast et donc de pouvoir espérer toucher des droits d'auteur. Voilà. J'ai dans le cadre d'une web radio, si on diffuse pour illustration 30 secondes. Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit pendant ma présentation, ça fait partie des misconceptions, ce n'est pas un mot français, des fausses idées qu'on se fait sur le droit d'auteur. Il n'y a pas de limite à l'utilisation, à la déclaration d'œuvres. Ce n'est pas une seconde, 10 secondes. Je ne sais pas d'où vient cette fausse idée, mais c'est une idée. Légende urbaine. Ouais, c'est une légende urbaine. En fait, je crois que c'est sur la possibilité de reconnaître à partir de combien de temps on est en mesure de reconnaître une œuvre. Et les musiciens disaient c'est à peu près 2 secondes. En fait, à partir de 2 secondes, il y a des outils informatiques qui sont capables de dire quels sont les auteurs, compositeurs et interprètes de la dite musique. Ça vient de là, je pense, la légende urbaine. C'est exactement ça. Ça doit être ça. Mais en tout cas, c'est une légende urbaine. 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes, droit d'auteur, surtout que nous, on est capable de payer au prorata temporis, comme on dit en latin. Alors, donc voilà, on a répondu sur l'illustration. Oui, donc il faut déclarer votre web radio, c'est la réponse. Là aussi, on a des tarifs très raisonnables, hyper simples. Lorsqu'on crée des playlists YouTube diffusées, vous créez des playlists YouTube? Alors là, Alice, pour moi, si c'est des playlists YouTube, c'est couvert par l'accord YouTube. Par la licence que l'on a avec YouTube. À partir du moment où il n'y a pas effectivement un but commercial et que vous diffusez du contenu sur ces plateformes-là, nous avons mis en place des licences d'autorisation de diffusion avec ces plateformes. Donc, elles sont prises en charge. Par contre, si c'est dans un but commercial, et je prends l'exemple d'un festival qui va mettre en ligne sur YouTube l'enregistrement, la captation de son festival, là non, c'est pas pris en charge par les accords que l'on a conclus avec YouTube. C'est ça. Alors, une très bonne question sur les karaokés. Alors, voilà une bonne question. On l'aime bien, ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a une partie des droits qu'on gère, une partie des droits qu'on ne gère pas. Bon, là, en l'occurrence, sur les karaokés, ils nous ont confié les la gestion, je crois, Alice. Donc, tu peux peut-être prendre cette question-là. Ouais, là, on intervient effectivement puisque c'est pas de la musique essentielle ou attractive. Enfin, la musique est essentielle, c'est sûr, pour faire le karaoké, mais c'est avec des supports enregistrés. Et je vous disais qu'effectivement, on n'a pas le mandat SPRAY pour les concerts parce qu'en fait, comme le disait Claire tout à l'heure, la SPRAY représente les artistes, interprètes, producteurs qui sont directement payés dans le cadre d'un concert par l'organisateur du concert. Les artistes sur scène vont toucher un cachet.
etc. Pour le karaoké, effectivement, on perçoit la SACEM et la SPREI. Et quelle était la question par rapport au karaoké? Oui, des karaokés qui sont fabriqués à partir de vidéos YouTube. Alors, en fait, on va intervenir pour les karaokés. Encore une fois, c'est quel est l'objet, quel est le but du karaoké. Un karaoké qui est organisé dans le cadre, dans un bar, pour faire venir du public, pour animer son établissement, la SACEM va intervenir. Un karaoké, un quiz musical, etc., qui est organisé dans une médiathèque plutôt avec une visée pédagogique, ça va être pris dans le cadre, on va dire, de sa musique contrat de sonorisation. Encore une fois, s'il n'y a pas d'entrée payante, si il n'y a pas une rémunération spécifique ou un budget des dépenses allouées pour l'organisation de ce quiz musical ou de ce karaoké, on va considérer que c'est de l'animation pédagogique. Excusez-moi. Oui. Oui, pardon, c'est moi qui vous ai posé la question. Bonjour. En fait, ce qui se passe, c'est que vous demandez des droits pour la diffusion au public, on est bien d'accord. Et les vidéos qui sont sorties de YouTube, le droit d'auteur a déjà été payé par YouTube. Ça se passe comment? Moi, ma question se situe à ce niveau-là. En tant que bibliothèque, quel droit on paye pour pouvoir faire un karaoké? C'est simplement la diffusion au public, on est d'accord? Voilà, la SACEM, elle intervient auprès du diffuseur, de l'organisateur. Donc, auprès de YouTube, quand YouTube met en ligne du contenu partagé aux utilisateurs, d'accord, et auprès des médiathèques ou bibliothèques, quand vous diffusez à un public, que ce soit les personnes qui fréquentent votre établissement pour la musique de sonorisation, vous organisez un concert parce que vous faites une semaine thématique, je ne sais pas moi, sur le Venezuela, et vous organisez un concert de musique de ce pays-là, effectivement, la SACEM va vous demander de payer des droits d'auteur. Mais je n'ai peut-être pas répondu à votre question. C'est l'utilisation, en fait. On ne vous demandera jamais, alors c'est précisé dans nos contrats, hein, bien sûr, d'autorisation, mais ce qui est inclus dans nos contrats, c'est que vous vous engagez à diffuser au public de la musique licitement obtenue. Mais ce n'est pas le rôle de la SACEM de vérifier que vous avez obtenu licitement le contenu que vous diffusez en public. Nous, on va rémunérer. On est d'accord. Voilà, on va rémunérer les auteurs, créateurs que vous avez diffusés. Mais on n'est pas garant du support. Enfin, nos contrats n'entraînent pas de garantie sur la licité, la licité, voilà. C'est votre responsabilité. Exactement, merci Claire. Votre responsabilité que vous engagez de diffuser de la musique sur des supports licitement obtenus. Ok, merci. Il y a une question jeu vidéo de Alice Bernard. Quid du jeu vidéo, session de jeu, animation? C'est la même réponse, hein? Oui, et puis alors pour ça, de toute façon, pour tout ce qui est jeux vidéo, il faut que vous ayez une autorisation pour les établissements culturels. On l'a vu hein, sur des bornes multimédia. Voilà, c'est borne multimédia ou utilisation. Il y avait une autre, c'était borne audiovisuelle. Récepteur audiovisuel. Il y a une dernière question, c'est faut-il faire une déclaration dans le cas où on propose des extraits musicaux d'un disque via sa notice dans le catalogue du site internet de la bibliothèque? Alors, répète la question. Faut-il faire une déclaration dans le cas où on propose des extraits musicaux d'un disque via sa notice dans le catalogue du site internet de la bibliothèque? C'est une autorisation qui concerne le site web associatif. Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 100 extraits musicaux par mois. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est bon en tout cas pour celle-ci. Je crois qu'on a répondu on a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait le tour On est fort. Ouais. N'hésitez pas, donc, encore une fois, à vous rendre sur le portail client. Vous avez vu, il y a un petit moteur de recherche à la Google où vous trouvez pratiquement toutes les autorisations. Et quand bien même vous ne trouveriez pas ou vous n'êtes pas sûr que ça s'applique réellement à l'utilisation que vous faites de la musique dans votre établissement, à contacter votre délégation de proximité. Vous pouvez même prendre un rendez-vous avec le délégué et vous listez une fois pour toutes les utilisations que vous faites de la musique dans votre établissement. Et il va vous proposer une autorisation qui correspondra à vos besoins.
On va prendre les 2-3 dernières questions. Ouais, les 2-3 dernières questions. Puis après, on va devoir vous quitter parce qu'effectivement, on est sur un timing serré. Alors, doit-on payer des droits pour un concert dans une médiathèque alors que les artistes sont rémunérés directement? Claire, je te laisse répondre. Mais oui, parce qu'il ne faut pas confondre, comme je vous le disais tout à l'heure, les interprètes qui ne dépendent pas de la SACEM, d'accord, les artistes, comme vous dites que vous payez directement, ça s'appelle un cachet, et les auteurs-compositeurs qui sont les personnes qui ont composé les œuvres que ces artistes vont interpréter. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc oui, vous devez absolument payer les droits d'auteur. Ce n'est pas parce que vous rémunérez directement les interprètes que vous rémunérez les auteurs-compositeurs derrière ces interprètes que vous ne voyez pas. Exactement. Puis il y a la confusion parfois, effectivement, les artistes que vous faites venir sont auteurs, compositeurs, interprètes. Vous les rémunérez via un cachet artistique pour leur casquette artiste-interprète, donc musicien, chanteur, et vous devez également les rémunérer pour leur casquette créateur, auteur, compositeur. Il y a une précision sur le quiz karaoké. Ouais. La réponse qui a été fournie comprend bien aussi les conférences sur site avec extrait sonore. C'est bien le contrat de sonorisation. Alors, sincèrement, encore une fois, je me suis présentée, je travaille aux relations extérieures, communication, action culturelle. Je ne suis pas juriste. Je suis pas juriste et je suis pas je suis pas déléguée en fait. Les personnes qui seront véritablement en mesure de vous répondre sur vraiment là on rentre dans la spécificité d'utilisation de la musique, c'est votre contact local, donc le délégué local. Donc je vous invite à prendre contact avec votre délégation locale, de chercher peut-être la question déjà sur notre portail, mais contacter pour une utilisation vraiment spécifique. Là, on parle de karaoké. Oui, de quiz karaoké, ouais. Quiz karaoké. Alors déjà, c'est pas du tout la même chose. Un quiz musical, on va mettre des extraits sonores et il faut les faire deviner. D'accord? Donc, il y a effectivement une visée pédagogique si l'on veut. Un karaoké, c'est de l'interprétation à l'aide d'un support, etc. C'est ludique, mais est-ce que c'est vraiment pédagogique? Est-ce qu'il y a une entrée? Est-ce qu'il n'y a pas une entrée? Est-ce que vous payez une personne qui va organiser, qui va animer ce karaoké? Et tout ça, ce sont des conditions qui vont impacter si la SACEM va intervenir ou pas. On va prendre une dernière question parce que là, on approche du terme de l'atelier. Je pense celle-ci. Doit-on payer des droits pour un concert dans une médiathèque? Non, ça c'est fait. On l'a fait, ouais. On l'a fait, celle-ci. Et pour une simple diffusion quotidienne dans l'espace musique, des disques du fond de la médiathèque, oui, c'est le fond sonore. Vous devez payer effectivement, vous devez obtenir une autorisation pour diffuser de la musique à votre public. Et c'est une autorisation de diffusion de musique de sonorisation. Fond sonore. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a un barème qui est spécifique pour les établissements culturels. Donc, il s'adresse aux médiathèques, aux bibliothèques, aux musées, etc. et assimilés. Et cette autorisation peut être prise en charge dans ce qu'on appelle un contrat cadre qui est proposé aux communautés de communes. Donc, les communes de plus de 5 000 habitants ou les communes de moins de 5 000 habitants, on leur propose un forfait, un contrat cadre qui comprend plusieurs types d'autorisations. Et la commune donc, a la possibilité de prendre en charge la sonorisation de ces infrastructures municipales par le biais de ce contrat-là. Donc, renseignez-vous aussi auprès de votre commune. Si elle a déjà un contrat cadre, elle peut, je vous le disais tout à l'heure, c'est 112 € par an hors taxe pour sonoriser jusqu'à 3 infrastructures municipales. Bon, je pense qu'on va conclure cet atelier. Alors, excuse-moi Julie, parce que c'était aussi une question auquel on n'a pas répondu, qui nous était revenue. Est-ce qu'on a besoin de fournir des listes d'écoute? Alors, tout ce qui est musique de sonorisation, on ne vous demande pas de nous fournir effectivement la liste des œuvres diffusées. Tout simplement, c'est notre méthode de répartition pour la musique de sonorisation. Ce qu'on va appliquer, c'est comme le disait Claire en préambule, là, c'est de la répartition qu'on fait par analogie ou par sondage pour tout ce qui est musique de sonorisation. Pour la musique concert live, on entend un gros fond de bruit. Ah pardon, c'est moi, excusez-moi. On arrive à la fin de l'atelier. C'est ça, ouais. Pour 30 secondes. Allez, voilà. Et
tout ce qui est concert, on vous demande spécifiquement de nous donner la déclaration des œuvres diffusées. Pour tout ce qui est musique de sonorisation et notamment les projections audiovisuelles, c'est notre formulaire qui est mal fait. Effectivement, dans le formulaire qui accompagne la déclaration de votre projection audiovisuelle, y est jointe un bulletin de déclaration des œuvres diffusées. Non, non, non. Le titre du film diffusé, éventuellement la copie de la jaquette ou quoi, nous suffit bien sûr pour pouvoir répartir les droits. Ça a été remonté d'ailleurs grâce à vos questions, mais c'est une erreur dans les projections audiovisuelles. On ne vous demande pas d'aller rechercher la liste des œuvres diffusées, que ce soit un documentaire ou un film ou peu importe. On ne vous demande pas la liste des œuvres contenues dans le média audiovisuel. Super. Bon. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation et pour cet atelier, effectivement, votre intérêt. On va se déconnecter, on va laisser la place à la suite.